Ah oui, moi Clairement. j'étais surpris par son commentaire. On a l'impression qu'il avait fumé une clope au bord de l'autoroute. Non, mais c'est quand même incroyable d'avoir ce type de commentaire pour plusieurs raisons. Premier point, c'est comme l'a rappelé Michel, c'est-à-dire que c'est en commettant petit à petit, en enfreignant la loi, que vous en commettez des infractions de plus en plus importantes. Le deuxième point, c'est la question de la sécurité collective. En fait, tout ce qui l'intéressait, c'était son propre cas, qu'il puisse profiter de son séjour. Aucune prise de conscience de la mise en danger Il ne se rendait pas compte du fait qu'il soit sous stupéfiant, puisse conduire à des accidents et donc conduire à d'autres familles à pouvoir subir d'autres accidents. Parce que, hormis son propre cas, c'est-à-dire que quand vous êtes sur une route, en fait, quand vous commettez un accident, c'est les autres voitures qui sont également touchées. Donc ça, c'était vraiment surprenant. Le troisième point, c'est évidemment, c'est compliqué pour les familles parce qu'ils se disent, oui, on part sur les routes et donc du coup, les policiers nous contrôlent. Mais ce que doivent prendre conscience les gens, c'est que les policiers ne sont pas là pour les emmerder au quotidien, mais pour assurer la sécurité collective. Et on l'oublie souvent. Et puis, on critique la police pour différentes raisons. Mais il faut rappeler qu'ils sont là pour nous sauver et nous protéger. Il faut insister sur ce point-là plutôt que de mettre en avant ce type de comportement. Un cercle infini avec des policiers totalement désabusés, William Tell. Parce que c'est une exhibition, c'est une forme de propagande de l'utilisation des armes. Non, mais c'est de la provocation. C'est de la provocation, il le fait exprès. Et de toute façon, il a l'intention de le refaire, même si par cas, on lui donnait des peines plus importantes. Mais la prison ne suffit pas, visiblement. Ah, mais moi, je pense qu'il faut alourdir les peines de prison pour une raison qui est simple. C'est-à-dire que les principes de la justice qu'on enseigne, c'est-à-dire que normalement, la justice est organisée pour, en fait, écarter les personnes qui sont nuisibles à l'ordre public et qui font défaut à la société. Et on considère que les personnes doivent passer un temps en prison pour ne plus nuire à la société et justement pour comprendre, notamment en vue de se réinsérer. Dans la mesure où la personne n'a pas compris la première peine, il faut alourdir la prochaine peine. Il y a différents motifs dans ce type de... Alors c'est ça la question, est-ce qu'il y a matière à condamner ? La difficulté, c'est qu'on n'est pas sûr que ce soit une arme blanche ou c'est une arme factice. Donc normalement, rien que la possession d'armes peut conduire à une condamnation et il y a différentes raisons. C'est-à-dire que dans le clip, il y a assez de matière, en tout cas pour lancer une instruction et pour placer la personne en enquête et en tout cas en garde à vue pour différents motifs, les rodéos, le non-respect du code de la route, etc. Donc je pense qu'il y a matière pour le faire et surtout, il faut que le juge comprenne le sens de la peine. Il n'est pas là pour appliquer une peine uniquement pour une personne, mais l'appliquer dans un contexte. C'est-à-dire que la personne est récidiviste. La personne fait de la provocation à l'égard de l'autorité de l'État. La personne veut contester l'autorité de l'État. La personne veut nuire au quotidien des Français en changeant l'ordre établi. Et quand vous avez une personne comme ça, elle est nuisible pour la société, à la fois en tant qu'État, mais également pour les individus qui le côtoient dans une région qui est quand même en montée de taux de criminalité, qui est quand même très importante quand vous regardez les différents quartiers. La région lyonnaise. Lyonnaise, de quartier de la Guitière, etc. Donc je pense que cette personne, lorsqu'il doit passer devant le juge, on doit alourdir les peines en connaissance de cause du fait qu'il va nuire à la société, qu'il n'a aucune intention de se réinsérer et de respecter... Kilos de cannabis et une forte somme d'argent, et que 2 autres avaient été condamnés au mois de décembre pour des tirs de mortier. Oui, mais de toute façon, comme l'a rappelé Michel, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont regarder ce clip. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont intéressées par le contenu proposé par ces messieurs. Donc ça veut dire qu'il y a une culture qui se propage, notamment dans la société, c'est la culture des territoires perdus de la République, auquel on est là pour contester l'autorité de l'État. Et même c'est cool, en fait. On a une carrière qui se développe, notamment en contestation de l'État. On devient petit délinquant, et puis au fur et à mesure, on monte. Et puis le Graal suprême, c'est devenir délinquant professionnel, baron de la drogue ou chanteur de rap, si on peut appeler ça du chant. Et donc, du coup, la question qui est posée au défi de l'État, il est double. Un, c'est comment on fait pour détruire les quartiers et reprendre les territoires perdus de la République, notamment pour les reprendre de façon intensive. Hollande avait fait en partie, notamment au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, où il avait pu saisir des armes. Donc si on avait pu le faire à l'époque de François Hollande, pourquoi est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui ? Deuxième point, lorsque vous avez un clip comme ça qui conteste l'autorité de l'État, est-ce que l'État ne peut pas contacter YouTube et les différentes plateformes pour interdire ce genre de clip en disant « ce clip conteste notre autorité, si vous continuez à le diffuser, on prendra des sanctions contre YouTube et les différents réseaux sociaux ». Puis troisième point, moi j'insiste dessus, il faut alourdir les peines, non pas pour respecter les peines du code pénal, mais pour respecter le sens. Est-ce que cette personne est réintégrable dans la société ou pas ? Moi je pense que non. Tant qu'elle recommande de la salubrité, bien sûr. Le premier élément, quand vous voulez résoudre une question de politique publique, c'est de nommer les choses. Et quand vous ne voulez pas nommer quelque chose, c'est-à-dire que vous ne voulez pas résoudre le problème. C'est la première règle en question de politique publique. Donc une fois que la majorité d'Anne Hidalgo ne veulent pas nommer les rats, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'intention de... Vous voyez ce que ça donne, sur Mulot Tatouille, au lieu de Ratatouille. Oui, là c'est quand même ça fleurit évidemment sur les réseaux sociaux. Moi, ce qui m'inquiète, au-delà de la question de la propreté, c'est l'image que donne la ville de Paris. Parce qu'en fait, ce qu'on voit régulièrement sur les réseaux sociaux, ou même quand on parle à des personnes qui viennent
viennent de l'étranger, en fait, ils sont en train de communiquer sur une image qui est négative. On voit de plus en plus de touristes qui viennent à Paris et qui montrent des images négatives de la ville. On a eu le fiasco au Stade de France qui montre qu'on est en incapacité d'organiser un événement sportif. Qu'est-ce qui va se passer aux Jeux Olympiques de 2024 ? Et moi, je pose la question suivante. J'ai regardé les budgets du Conseil de la mairie de Paris. Ils sont en augmentation constante. C'est-à-dire qu'on augmente et on dépense de plus en plus d'argent, on augmente de plus en plus les impôts. Et la question que je pose, c'est à quoi sert tout l'argent dépensé par Anne Hidalgo si elle est capable d'assurer la propreté et la sécurité dans la ville ? Harold, Ça ne résoudra pas la question de l'inflation pour différentes raisons. Premier point, l'inflation est un problème d'offre en fait. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le début de la crise sanitaire, on n'a pas produit assez. Et donc, comme vous avez la consommation qui repart, vous avez un écart entre la demande et la production, ce qui augmente la question de l'inflation. Je pense que ça permet de résoudre en partie, mais ça ne permet pas de répondre aux problèmes structurels. Il y a 2 enjeux pour répondre aux problèmes structurels. Le premier, c'est de faire un choc de compétitivité pour encourager les entreprises à produire, notamment en baissant les taxes sur la production, pour pouvoir les encourager à produire. Et si par cas, vous avez plus de produits sur le marché, et par conséquent, vous aurez plus d'offres. Et donc, du coup, ça rééquilibrera les prix entre la demande et l'offre. Le deuxième point, c'est qu'en fait, l'inflation conduit à une augmentation des dépenses et aussi une augmentation des recettes à travers une augmentation des taxes. Donc moi, je pense que ce qu'il faut faire d'ici la fin de l'année pour éviter ce qui s'est passé lors des 2 chocs pétroliers et notamment le fait que l'inflation dépasse le taux de croissance, je pense qu'il faut faire un taux de TVA spécial sur les produits de première nécessité et notamment pour les baisser en fait, parce que quand vous avez une augmentation de l'inflation, en fait, du coup, vous avez une augmentation des recettes fiscales. Et l'écart qu'il y a entre les recettes fiscales attendues et l'augmentation des recettes fiscales à travers le taux d'inflation, je pense qu'il faut le baisser en le répercutant directement sur la question de la TVA pour encourager les gens à consommer et pour maintenir un niveau de vie qui soit correct d'ici la fin de l'année. Pourquoi est-ce que c'est rentable d'un point de vue économique ? Si par cas on ne fait pas ça, on risque la récession économique. Et qu'est-ce qui coûte plus cher ? Perdre 20 à 30 milliards de recettes fiscales ou avoir une récession économique ? il joue là-dessus. Il y a plusieurs éléments qui sont plutôt favorables pour Vladimir Poutine, au moins pendant un an, jusqu'à au moins février, avril prochain. Premier point, c'est que les économies européennes ont été handicapées, notamment par l'inflation et par 2 points précis, les importations de gaz et pétrole. Je parlais de la question du deuxième choc pétrolier. C'est l'effet boomerang des sanctions. C'est la difficulté, c'est qu'en fait, les économies, et quand vous regardez les industries, notamment les industries allemandes et françaises, sont en difficulté parce qu'elles ont besoin de gaz pour fonctionner. Et si par cas, on n'arrive pas à importer du gaz d'une différente manière, nos économies seront en très grande difficulté, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question de la population. C'est est-ce que la population est capable de tenir un tel régime, notamment, on a évoqué tout à l'heure la question de l'inflation, pendant aussi longtemps? Est-ce qu'ils sont capables de tenir pour l'Ukraine? Ça, il y a quand même un doute de plus en plus, notamment quand on voit les différents sondages auxquels on voit notamment que les différentes populations contestent les gouvernements actuels parce qu'ils ne sont pas capables de répondre à la question du pouvoir d'achat. Donc, inévitablement, se posera la question de est-ce qu'il faut maintenir, notamment la question des sanctions. Le troisième point, c'est que, en fait, Vladimir Poutine, effectivement, ne peut pas appeler, il n'a pas d'immenses troupes supplémentaires, mais il n'a toujours pas déclaré la guerre. Et à partir du moment où il déclare la guerre à l'Ukraine, il est capable de décréter la mobilisation générale et se dire qu'il a des moyens supplémentaires humains, notamment pour envahir plus de territoires, peut-être pour aller jusqu'à Odessa et éventuellement aller jusqu'à Kiev. Et effectivement, ce ne sont pas des troupes qui sont plus meilleures d'un point de vue entraînement, mais ils sont notamment plus nombreuses d'un point de vue quantitatif. Et donc, du coup, il pourrait lancer un assaut beaucoup plus général dessus. Et le quatrième point que moi, je vois en difficulté pour l'Ukraine, c'est est-ce que la chute de Boris Johnson, la difficulté d'Emmanuel Macron d'un point de vue politique. Boris Johnson qui était vraiment le fer de lance de l'opposition. Et la difficulté que rencontre Olaf Scholz, notamment dans les sondages, ne les conduira pas à ne plus soutenir aussi intensément l'Ukraine, alors que l'Ukraine ne tient aujourd'hui que grâce au soutien européen et américain.